Les Vosges, territoire qui s'étend sur monts et forêts mystérieuses. Nous sommes partis à la découverte de cette région d'Europe qui possède nombreux caractères tant d'un point de vue de sa nature que de sa société. Les Vosges, situées au nord-est de la France, s'étendent environ sur 6000 km². Elles regroupent trois régions différentes. L'Alsace à l'est, la Franche-Comté au sud et la Lorraine à l'ouest. La montagne offre à tous ses habitants bon nombre de richesses, à commencer par le bois, géré à la fois pour subvenir aux besoins des hommes et pour protéger les espèces qui ne peuvent que vivre ici dans cet écosystème particulier. Au fil de notre séjour, nous avons pu recevoir des éléments de réponse aux questions suivantes. Quels sont les enjeux de ce territoire et comment est abordée la gestion de ce territoire? Nous vous proposons de repartir avec nous dans les Vosges pour comprendre tout d'abord l'écosystème du milieu montagnard, puis la gestion du territoire, les perspectives et projets de développement durable qui s'y construisent petit à petit, et enfin l'écotourisme, une manière de faire découvrir une région autrement, davantage en contact avec la nature et leurs habitants. Lors d'un séjour de quelques jours dans les Vosges, nous avons pu contempler les caractéristiques d'un milieu montagnard. Ici, ce sont son développement, son relief et sa végétation que nous allons tenter de mieux connaître. Bien que le relief vosgien soit modéré avec une altitude maximale de seulement 1424 mètres au Grand Ballon, l'effet de feu s'applique sur le massif. Il implique un changement de température entre l'est et l'ouest de la montagne et des précipitations importantes qui expliquent le développement d'un écosystème particulier. Un intervenant de l'ONF a accepté de nous éclairer sur le sujet en nous faisant partager son métier et sa passion. Tout d'abord, sur le chemin du point culminant, à savoir le ballon de Guebwiller, il nous a détaillé le paysage. Ouais, on les devine. Bon, là, on n'a pas une bonne visite, mais logiquement, on devrait voir les Alpes. On arrive, je dirais, 8 à 10 fois dans l'année à voir le Mont Blanc. Par contre, les 4000 Suisses, Eiger, Mönch, Jungfrau, tous ces trucs-là, on les voit couramment. On voit jusqu'aux Alpes autrichiennes. Par l'exemple de la dimension des arbres, l'intervenant nous indique en quoi l'écosystème peut être unique et correspondre à un territoire particulier. Chlorophyllienne, c'est le moteur qui fabrique la biomasse et qui s'accumule après sur le tronc à travers les cernes. Le diamètre de l'arbre n'est pas toujours proportionnel à son âge. Ça dépend des essences, à la vitesse à laquelle il pousse, ça dépend de la station sur laquelle il pousse, la richesse du sol. Vous avez par exemple l'exemple le plus typique qui vous cite de partout, c'est le Douglas. Dans les Rocheuses, en Californie, il y a des Douglas qui sont hauts comme ça et qui ont 3000 ans. Mais ils font plus que vous allez dans la taïga canadienne ou russe. Vous avez des arbres, des épicéas qui font ça de haut, ou des saules, et ils ont 200-300 ans. Mais simplement, la saison de végétation est tellement courte, il y a très peu de nourriture que c'est quasiment du bonsaï, quoi, naturel. Oui, non, mais c'est ça, c'est l'arbre est affamé, il est à la limite de ses possibilités. Et la preuve, après, plus au nord, il n'y a plus rien. Donc c'est que c'est plus possible, quoi. Donc c'est pour bien montrer que c'est pas toujours corrélé. Souvent c'est corrélé dans des conditions normales, mais il y a des moments, quand vous êtes sur un tas de cailloux et puis qu'il y a un arbre qui a le malheur de survivre, il peut avoir 100 ans et puis faire ça. Même si le moteur commun à tous les végétaux est la photosynthèse, qui explique la course à la lumière, le diamètre d'un arbre dépend donc d'un environnement particulier. Sa roche-mère, son type de sol ou sa situation, qu'il soit isolé ou en forêt. Sa croissance dépend aussi du climat, de la durée de sa saison végétative qui est fortement liée à une latitude et une altitude spécifiques. Ainsi, un caractère comme le diamètre d'un arbre dépend d'une multitude de critères et pas uniquement de son âge. Comme sur tous les reliefs, la faune et la flore varient selon l'altitude et l'exposition par rapport au soleil. Avec le vignoble, la partie feuillue, pin, chêne, châtaignier, et ensuite la hêtraie sapinière et la hêtraie pure en altitude. Et le subalpin ici. Ici, l'intervenant décrit l'étagement végétal sur le versant. En premier lieu, dans la plaine, les cultures qui ne sont plus praticables une fois une certaine pente atteinte.
Ensuite viennent les espèces qui, par leurs contraintes et leurs préférences, s'implantent naturellement, comme les hêtraies, les sapins ou les épicéas. Au sommet se trouvent les chaumes, espaces dégagés de toute présence arbustive due à une tradition de pâturage. Le territoire vosgien comporte de nombreuses richesses. L'enjeu est de pouvoir les exploiter de manière raisonnée en essayant de respecter la volonté de tous ceux qui pourraient en bénéficier. Les actions doivent se faire autour de 3 grands thèmes qui correspondent aux composantes du développement durable. Ainsi, les opérateurs du tourisme, les producteurs de bois et les animaux doivent pouvoir continuer leurs activités durablement. Comment s'organisent les activités? S'inscrivent-elles dans un cadre de développement durable? La forêt a une place toute particulière. D'une part, son attrait est économique, d'autre part, elle est le lieu d'une biodiversité attachée au niveau vosgien. Économiquement, la production de bois assure une part des revenus des régions concernées. Pour cela, la forêt est configurée de sorte à ce qu'elle produise un maximum de bois. C'est un tronc qui est relativement long pour produire du bois, pour pouvoir scier dedans. Là, il va y avoir un défaut. Oui, je suis d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là, on l'élimine au profit d'un autre qui a un tronc qui est beaucoup plus long, beaucoup plus joli, et on sélectionne. Oui. Et on favorise un qui est beau au détriment des autres qu'on coupe. D'accord. Et c'est comme ça, quelque part, qu'on produit la forêt. On ne va pas passer brutalement de 10 000 tiges à l'hectare en sélectionnant à terme ici, au bout de 120 ans, il y aura à peu près une centaine de tiges à l'hectare. On pourrait se dire, mais on en plante 100 et on travaille que pour cela, on fait tout. Non, simplement, là on part d'une régénération naturelle de 10 000 voire plus de plants à l'hectare et on repasse tous les 6-8 ans. On sélectionne petit à petit, on fait ça doucement, parce que quelque part, il y a aussi des critères technologiques sur le bois qui font qu'il ne faut pas que les cernes soient trop espacées, parce que quelque part, c'est des bois trop nerveux qui ne vont pas être facilement sciables ou rabotables, et ainsi de suite. Donc il y a aussi des conditions technologiques à remplir pour produire quelque chose de qualité. Cependant, les arbres en croissance sont moins intéressants pour loger la vaste biodiversité que les arbres en phase de sénescence. C'est pourquoi certains arbres sont désignés pour ne pas être coupés et accueillir des espèces de champignons, d'insectes ou d'autres végétaux. Des réserves biologiques intégrales sont créées. Dans ces espaces, l'homme n'a pas le droit d'interférer avec les phénomènes naturels. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas grand-chose qui se passe. À la limite, il y aura peut-être un nid d'oiseaux au-dessus, mais ce sera tout. Il servira de ça comme support. Tandis qu'un bois qui est mort comme ça, debout, là-dessus, vous avez des champignons qui se développent, vous avez des insectes qui se développent, qui servent après de nourriture à des batraciens, à des oiseaux et ainsi de suite. Il y a toute une chaîne alimentaire, toute une chaîne de vie qui se développe là-dessus, et qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue biologique qu'un arbre comme ça. C'est aussi un des rôles de la forêt de maintenir des espèces et des milieux de ce type-là. Et une des politiques qu'on a dans les peuplements, je dirais classiques, c'est d'avoir au moins ce qu'on appelle un arbre bio à l'hectare, pour maintenir, pérenniser ces milieux-là, qui sont extrêmement intéressants pour soit pour des botanistes, des entomologues, les champignons, c'est quoi? C'est mycologues, voilà, et ainsi de suite. Donc, et quand on est dans des zones qui sont un peu plus tournées vers la protection de l'environnement, on va jusqu'à 8-10 arbres de ce type-là à l'hectare. Et l'extrême limite, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est la réserve biologique intégrale.